La maison dans laquelle j'habitais avait une configuration assez particulière. Bien qu'elle soit située dans un endroit ouvert, ce n'était pas possible de s'y introduire par effraction si la porte était verrouillée, même si quelqu'un grimpait par-dessus le mur. Cependant, l'incident que je vais vous raconter est bien arrivé. C'était pendant l'été. Fatiguée par la chaleur écrasante, j'ai décidé de mettre une chaîne à la porte et la garder ouverte pour avoir un peu d'air, ne pensant même pas à un éventuel intrus. Seulement, peu de temps après m'être endormie, un bruit bizarre m'a réveillée. Au moment où j'ai ouvert les yeux, j'ai vu un homme en train de scier la chaîne de ma porte, s'en fichant complètement d'être repéré. J'ai crié de terreur sous le choc, mais ça ne l'a jamais empêché de continuer. Surpris par mes hurlements, mes parents et mon grand frère ont couru à l'extérieur de leur chambre. Dès qu'il a vu l'intrus, mon frère a attrapé un club de golf et a hurlé à l'homme de s'en aller s'il ne voulait pas y laisser sa peau. Mais l'homme n'en avait rien à faire. Il a juste dit en souriant « Si je coupe cette chaîne, vous mourrez tous ». Heureusement, l'homme a fini arrêté par la police que mes parents avaient appelée, et nous nous en sommes sortis indemnes. Mais le traumatisme de cette nuit me hante encore à ce jour. Un jour, j'ai souffert d'une paralysie de sommeil terrifiante pendant que je dormais. Heureusement, j'ai réussi à en sortir en peu de temps, et j'ai couru dans la chambre de ma mère, tremblante de peur, pour qu'elle me réconforte. « Ma chérie, tu as eu peur ?» Ma mère m'a dit ces mots-là en me caressant le dos, et ça m'a apaisée au début. Mais j'ai soudainement senti que quelque chose n'allait vraiment pas. Ma mère répétait la question en boucle, me grattant le dos avec ses ongles, lentement, mais sans jamais s'arrêter. « Tu as eu peur ? Tu as eu peur ? Tu as eu peur ?» Aujourd'hui, Aaron est allé aux funérailles de son ami Nathan. C'était vraiment déchirant, parce qu'il était décédé d'une manière absurde, à un mois à peine de son mariage. Nathan vivait seul dans un studio en ville. Il avait dit à Aaron et à d'autres amis à lui qu'il voyagerait en Europe pendant quelque temps avant son mariage. Et quand il les a prévenus qu'il serait injoignable pendant un mois, ils ont tous pensé que c'était pour profiter à fond de son voyage. Mais lorsque le jour de son retour est arrivé sans aucun signe de lui, Aaron a commencé à se poser des questions. Tous ses amis se sont inquiétés pour lui, et après quelques jours, l'un d'eux est allé chez Nathan, pour le trouver mort dans sa salle de bain. Il s'est avéré que lorsqu'il était allé dans sa salle de bain seul, son gros VTT de montagne est tombé sur la porte, la bloquant complètement. Nathan s'est retrouvé prisonnier à l'intérieur sans aucun moyen de sortir, ou de prévenir quelqu'un, et est mort comme ça. Aaron a instantanément les larmes aux yeux à chaque fois qu'il repense à ce que Nathan a dû vivre. Et il espère que quiconque écoutera cette histoire sera très prudent. Notre école nous a emmenés en Chine lors d'un voyage scolaire. Nous étions supposés loger dans un hôtel, mais à cause d'un problème de circulation, la réservation a été annulée, parce qu'ils n'ont pas réussi à expliquer le problème à l'hôtel à cause de la barrière de langue. Tous les profs étaient en panique, et nous avons dû nous rassembler dans un McDonald's pour attendre je ne sais quoi pendant 2 heures. Pendant ce temps, les profs essayaient de trouver d'autres hôtels, et ils ont fini par trouver des chambres disponibles dans un hôtel de style manoir, géré par un Coréen, comme nous. Puisqu'on parlait la même langue, nous avons pu expliquer notre situation, et nous sommes restés dans cet hôtel pendant 1 jour. Nous avons défait nos valises, pris une douche bien méritée, puis nous sommes allés nous coucher. Mais une de mes amies n'a pas arrêté de me réveiller pendant la nuit, me suppliant d'aller aux toilettes avec elle. Mais puisque la structure de cet hôtel était différente de celle des hôtels normaux, il était difficile de trouver des toilettes, et j'avais peur à l'idée de marcher dans la nuit, donc j'ai refusé et je me suis recouchée. Le lendemain matin, pendant le check-out, mon ami n'a pas arrêté de poser des questions à la réception. Son visage était d'une pâleur mortelle, donc je lui ai demandé ce qui se passait. Elle m'a répondu « Je suis allée aux toilettes seule hier finalement. C'était noir et effrayant, mais c'était vraiment urgent. J'ai fini par trouver les toilettes, et quand j'étais à l'intérieur, j'ai entendu une femme chinoise dire quelque chose à l'extérieur. Je me suis dit que c'était juste une autre cliente de l'hôtel qui voulait aller aux toilettes, mais ne faisait que répéter un seul mot, Tiaming, quelque chose comme ça. J'ai eu très peur et je me suis demandé pendant un bon moment si je devais sortir ou non. Et finalement, quand j'ai eu le courage de sortir, il n'y avait personne là. Après ça, je suis retournée en courant dans la chambre. Après s'être un peu calmée,
Elle a commencé à chercher le mot qu'elle avait entendu sur internet. Mais elle n'a rien trouvé de concluant, donc elle s'est contentée de se recoucher. En fin de compte, elle a enfin compris ce que le mot voulait dire, lorsqu'elle a demandé sa signification à la réception de l'hôtel. La femme avait dit « au-dessus de toi ». Cette histoire concerne un sujet que Matt a posté anonymement sur un forum. Salut, j'ai quelque chose à vous demander. Je vais aller droit au but. Il y a une étrange odeur chez moi, comme une odeur d'eau poissonneuse quelque part. Pour info, nous n'avons aucun aquarium à la maison, ni de poisson tout court d'ailleurs. Je ne suis même pas sûre que ça soit une odeur de poisson en fait, mais ça sent vraiment mauvais. L'odeur n'est pas présente partout, mais elle est presque insupportable dans la pièce principale. La maison dans laquelle j'habite a récemment été refaite. Nous avons emménagé ici il y a 7 mois. Nous y avons vécu depuis, et pendant les premiers mois, tout était normal. Ce qui est bizarre, c'est que l'odeur n'est pas présente tout le temps. Mais malgré ça, je ne pense pas être capable de continuer à habiter ici, à cause de cette puanteur répugnante. Ça ne fait pas longtemps que cette odeur est apparue. Ma famille a essayé de trouver son origine, mais nous n'avons aucune idée de ce que c'est. Au début, je pensais que ça venait des rideaux. Mais quand j'ai reniflé les rideaux, j'ai senti que ça venait plutôt d'à côté. Et quand j'ai réitéré l'expérience quelques jours plus tard, la puanteur avait disparu. Et puis hier, je l'ai de nouveau senti, mais cette fois venant de ma couette. Je l'ai achetée il y a à peine quelques mois, et je l'ai souvent lavée. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais vraiment pas ce que pourrait être la cause, parce que je n'ai rien qui pue dans ma maison, comme de la nourriture avariée ou quelque chose comme ça. Je vous avoue que je commence à paniquer. Est-ce que la puanteur pourrait venir de la maison elle-même? Si quelqu'un a une piste, faites-le moi savoir. Merci. Quelques jours plus tard, Matt a lu la réponse postée sous son sujet. Le premier commentaire lui disait de demander à un bureau de contrôle. Le deuxième suggérait que c'était peut-être de la moisissure, et de chercher attentivement, que la fenêtre où les rideaux sentaient au début pourrait être la cause. Mais le troisième commentaire disait « Félicitations, tu viens de déménager. Comme tu le sais, certains films se passent comme ça. Quand le cadavre est caché dans le mur, ils sont mauvais. » Ma mère est quelqu'un de plutôt sévère. La première impression qu'elle donnait, sa façon de parler, et même sa personnalité étaient tellement impressionnants qu'on lui disait souvent qu'elle aurait beaucoup de succès si elle devenait chamane, à chaque fois qu'elle allait voir une diseuse de bonne aventure. J'imagine que c'est pour cette raison que ma mère est capable de voir les esprits depuis son plus jeune âge. Elle me disait souvent ceci, à chaque fois que nous étions en voiture pour aller quelque part. Tu sais, il y a beaucoup de fantômes dans cette ville. Selon elle, il existe une règle dans les endroits où il y a beaucoup de fantômes. Elle a dit qu'ils se trouvent généralement dans les zones avec de grandes étendues d'eau, comme des rivières ou des lacs. Parce que ces lieux dégagent une forte énergie yin, les fantômes n'ont rien d'autre à faire que de rester là. Un jour, alors que nous conduisions sur la route longeant la rivière, ma mère a soudainement commencé à crier. Elle a dit que l'endroit où nous étions était rempli de fantômes. Quand je lui ai demandé de quel endroit elle parlait exactement, elle a pointé du doigt une zone précise près de l'eau et a répondu « juste là ». Mon cœur s'est serré à cet instant précis. Même après avoir dépassé cette zone, elle a continué à regarder en arrière en disant que c'était étrange. Et puis, quelque chose d'encore plus terrifiant s'est produit juste après. Quelques jours plus tard, nous avons entendu aux informations qu'un corps non identifié avait été retrouvé près de la rivière. Et c'était précisément l'endroit que nous avions dépassé ce jour-là, exactement là où ma mère avait pointé son doigt. Quand je l'ai dit à ma mère en m'exclamant, elle m'a répondu comme si de rien n'était. « Oh, et bien voilà pourquoi. Ils étaient rassemblés pour voir ce corps. » Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, repensant sans cesse à cette scène que ma mère m'avait racontée, et me demandant s'il y en avait autour de moi. Jérémy n'avait jamais vraiment raconté cette histoire à qui que ce soit, mais il a toujours voulu la partager avec le monde entier. Il se souvient qu'il faisait frais cet après-midi de l'été 1991. Il ne se rappelait pas de la date exacte, mais il se rappelait de ce qu'il voyait dans les rues où il vivait. Sa famille était une famille de 5 personnes. Lui, sa mère, son père, sa sœur et son petit frère. Ils avaient toujours été une famille amicale et généreuse. La famille de Jérémy était mexicaine,
Et quand ils avaient dû déménager de leur ancien logement, ils n'avaient pas grand-chose. En février 1990, ils avaient emménagé dans un immeuble, collé à un autre immeuble. L'appartement ne payait pas de mine, mais ils devaient faire avec les maigres moyens qu'ils avaient à l'époque. Les 2 ou 3 premiers mois dans ce petit appartement miteux s'étaient bien passés, même s'ils avaient parfois eu quelques difficultés. Un jour de mai, Jérémy jouait tout seul dehors, parce qu'il en avait eu assez de regarder des dessins animés et voulait enfin prendre un peu l'air. Il était à l'arrière de l'immeuble, en train de jouer à la balle avec son oncle paternel. Il s'en souvenait clairement, car pendant qu'il jouait, il n'a pas pu s'empêcher de remarquer une odeur épouvantable, comme celle de l'urine. Son oncle semblait aussi dérangé par l'odeur, car il s'était approché en lui demandant s'il avait besoin d'aller aux toilettes. Jérémy avait simplement répondu que non, que ça allait. Pendant le dîner ce soir-là, Jérémy a jeté un coup d'œil par la fenêtre, qui donnait sur l'autre immeuble. À travers la fenêtre d'un des appartements, il a vu un homme qui semblait d'âge moyen, les bras chargés de cartons et de sacs, se dirigeant vers la benne à ordures. L'homme a violemment jeté ses affaires dans la benne, et en les lançant, Jérémy a aperçu ce qui ressemblait à une main coupée, couverte de sang, qui dépassait d'un sac noir. L'homme a immédiatement ramassé la main, l'a remise dans la benne, et s'est dépêché de retourner devant l'autre immeuble. Jérémy a trouvé cette scène très étrange, mais n'a même pas pensé à se demander si c'était une vraie main, ni ce que l'homme pouvait bien transporter. Il avait vu d'autres choses bizarres avec cet homme, mais il ne souhaite pas trop s'y attarder. Peut-être une autre fois, dans une autre histoire. Après cette nuit-là, une odeur nauséabonde, comme de l'urine et des carcasses d'animaux pourrissantes, a envahi leur appartement pendant presque 1 an. Cette odeur a persisté pendant tellement longtemps que c'est devenu l'un des pires souvenirs de Jérémy. Il en avait gardé des traumatismes. Une nuit, alors qu'il essayait de s'endormir, il s'est mis à entendre des bruits de forage forts, comme une perceuse électrique. Le son était si troublant et sinistre qu'il en a encore des frissons rien que d'y penser. Jérémy s'est levé pour regarder par la fenêtre de la cuisine, pour voir qui utilisait une perceuse. Mais en arrivant dans le salon, il a trouvé son père accroupi près de la fenêtre. Jérémy lui a demandé ce qu'il faisait, et son père l'a tiré vers lui et l'a fait s'accroupir à côté de lui. Puis lui a dit quelque chose qui lui a glacé le sang. Il y a un taré qui habite à côté. Ils sont restés là, dans le noir complet du salon, pendant une dizaine de minutes. Même si sur le moment, ça leur a semblé durer une éternité. Le bruit s'est finalement arrêté, et son père et lui ont jeté un coup d'œil par la fenêtre pour voir ce qui se passait. Ils ont vu cet homme se recoiffer puis sortir de chez lui. Jérémy en a profité pour jeter un œil dans l'appartement de l'homme, et ce qu'il y a vu lui a fait comprendre que quelque chose n'allait vraiment pas. Il y avait un jeune garçon allongé sur un lit, inconscient, avec la télévision allumée en face de lui. Ce qui l'a le plus troublé, c'était que le garçon était complètement nu. Aucun vêtement, ni même un sous-vêtement ou quelque chose pour le couvrir. Le père de Jérémy lui a dit de retourner dans sa chambre, pendant qu'il contactait la police. Jérémy s'est recroquevillé en boule sur son lit, les yeux grands ouverts. Il n'arrivait à penser à rien d'autre qu'à cette image dérangeante de cet adolescent inconscient sur le lit. Il a fini par s'endormir, après s'être longtemps inquiété de ce qui allait se passer ensuite. Le temps est passé, et quelques mois plus tard, il rentrait chez lui avec sa grand-mère après lui avoir rendu visite. En arrivant, ils ont vu une foule de policiers. Un policier a demandé à sa grand-mère de se garer un peu plus loin de l'immeuble, car ils avaient besoin d'espace pour ce qu'ils faisaient. Jérémy était effrayé et s'agrippait fermement à sa grand-mère pendant qu'elle les conduisait tous les deux vers l'appartement. Il a ouvert la porte, et sa mère les a fait entrer en vitesse. Jérémy a couru vers la fenêtre du salon pour observer la foule de policiers à l'extérieur. Il a aperçu des boîtes et des conteneurs être sortis de l'appartement, puis l'homme être placé dans une voiture de police. Jérémy aurait juré qu'il l'avait regardé droit dans les yeux avant de monter dans la voiture. Jérémy et sa famille ont quitté leur immeuble une semaine plus tard pour vivre chez son oncle, car les parents de Jérémy ne voulaient pas que le drame entourant cette affaire leur gâche la vie. Aujourd'hui, Jérémy est plus âgé, et il a appris que l'homme arrêté était le tueur en série Jeffrey Dahmer, connu pour avoir pris la vie de 17 hommes et pour avoir non seulement tué, mais aussi drogué, cannibalisé et fait subir d'autres choses monstrueuses à ses victimes. Après cette expérience traumatisante, il est difficile pour Jérémy de voir le monde de la même manière, mais il a au moins appris qu'il ne faut pas faire confiance aux gens trop facilement. Jayesh était originaire de Mumbai, en Inde, et cette histoire remonte à la saison des moussons de l'année 2019.
Il venait tout juste de terminer ses études et avait prévu de passer le reste de ses vacances dans son village natal. Son village se trouve dans la région côtière occidentale de l'Inde, connue sous le nom de Konkan. Sa famille possède une maison ancestrale dans ce village, bien qu'ils habitent loin en ville. Il ne visite cette maison que lors d'occasions spéciales, comme les fêtes. Cette fois-ci, ses parents, occupés par leur travail, n'ont pas pu l'accompagner, mais il était en compagnie de ses amis de l'université, Raoul, Brin et Payal. Ses parents ont accepté, bien que réticents, de le laisser partir en lui faisant promettre qu'il ne ferait pas de bêtises. Jayesh leur a expliqué qu'il était désormais adulte et accompagné d'amis. Après une journée complète de trajet en train, ils ont finalement atteint leur destination. L'oncle Datta, qui était le gardien de la maison, est venu les chercher. Le père de Jayesh l'avait appelé 2 jours auparavant pour qu'il prépare tout leur séjour. Ils sont arrivés à la maison en fin d'après-midi, déjà fatigués par leur long voyage. Ils étaient invités à dîner chez un autre oncle de Jayesh, et Datta les y a accompagnés. Après avoir mangé, ils ont discuté pendant un moment. Le temps filait si vite qu'ils ne se sont pas aperçus qu'il était déjà minuit. Jayesh et ses amis étaient prêts à rentrer, mais son oncle leur a proposé de passer la nuit chez lui, puisqu'il était tard et que c'était la nuit de la nouvelle lune, ce qui signifiait qu'aucun rayon de lune ne les guiderait dans l'obscurité. L'oncle Datta a expliqué qu'il était dangereux de sortir à cette heure, car de nombreux animaux et autres créatures rôdaient dans le noir. Jayesh a accepté à contre-cœur, et l'oncle leur a installé des matelas au sol pour dormir. La température était agréable, si bien que Jayesh s'est endormi rapidement, mais vers 1h du matin, il a été réveillé en sursaut par le bruit d'une porte qui grinçait en s'ouvrant. Il a aperçu son oncle sortir avec une lampe torche à la main, enveloppé dans un châle. Ce dernier a refermé la porte doucement derrière lui pour ne réveiller personne. Jayesh a pensé qu'il se rendait aux toilettes, qui étaient situées à côté de la maison. Il est resté éveillé, attendant le retour de son oncle. Une demi-heure plus tard, l'oncle n'était toujours pas rentré. Jayesh a senti que quelque chose clochait. Ses amis dormaient profondément, et il craignait qu'en les réveillant, il ne provoque un mouvement de panique. Il s'est alors tourné discrètement vers Brin, et l'a appelé doucement. « Brin, réveille-toi !» Brin dormait toujours. Alors Jayesh l'a secoué légèrement et a dit d'une voix un peu plus forte. « Réveille-toi, il se passe quelque chose d'anormal. » Brin a aussitôt ouvert les yeux et s'est tourné vers Jayesh. Ce dernier a posé un doigt sur ses lèvres et a chuchoté. « Chut, ne fais pas de bruit, sinon tu vas réveiller les autres. Quelque chose cloche. Oncle n'est toujours pas revenu, cela fait maintenant 1 heure. » Brin, à moitié endormi, a répondu. Il avait sans doute quelque chose d'important à faire dehors. « Mais quelle tâche urgente aurait-il à faire en pleine nuit ?» a répliqué Jayesh, inquiet. Sans dire un mot de plus, Jayesh s'est lentement levé et s'est dirigé vers la porte. Brin s'est assis, le regardant, perplexe quant à ce que faisait son ami. Jayesh a attrapé une lampe torche posée sur une table près de la porte, puis l'a entrouverte délicatement. La porte a grincé sur ses vieux gonds, mais personne ne s'est réveillé. Jayesh est sorti, et bien qu'il portait un sweat à capuche, l'air extérieur était glacial et lui donnait des frissons. Il a allumé la lampe et a commencé à chercher son oncle. Il s'est dirigé vers les toilettes et a inspecté l'intérieur et l'extérieur, mais il n'a trouvé personne. Dehors, tout était plongé dans le froid et l'obscurité, avec pour seul bruit ceux des grillons et des grenouilles qui rompaient le silence. Après avoir fouillé autour de la maison sans succès, Jayesh a décidé de s'aventurer plus loin, bien que les environs soient remplis d'arbres et de buissons abritant des animaux sauvages potentiellement dangereux. Il a avancé lentement, scrutant attentivement les environs avec sa lampe torche. Peu après, Jayesh a atteint les rizières de sa famille, pensant que son oncle pouvait s'y trouver. Le haut des herbes masquait ses jambes, et il avançait prudemment, veillant à ne pas marcher sur quelque chose de dangereux. Lorsqu'il a atteint le milieu du champ, Jayesh a appelé. « Mon oncle, tu es là ?» tournant son faisceau de lumière dans différentes directions. Il a appelé 2 fois, mais aucune réponse n'est venue. Soudain, il s'est immobilisé en réalisant que les sons des grillons et des amphibiens avaient cessé, plongeant l'endroit dans un silence de mort. Cela signifiait souvent qu'un prédateur était dans les parages. Il a entendu des bruissements dans l'herbe autour du champ. Il a orienté la lampe vers l'endroit d'où venait le bruit et a aperçu l'herbe qui s'agitait. Dans un geste irréfléchi, Jayesh a ramassé une pierre et l'a lancée dans cette direction. Lorsque la pierre a touché le sol, les bruits se sont stoppés. Il s'est approché pour voir s'il avait blessé ou effrayé un quelconque animal. Mais sans crier gare, un sanglier sauvage lui a foncé dessus et l'a renversé au sol. C'était une embuscade, et Jayesh était tombé droit dedans. Il ne pouvait pas lutter, n'ayant aucune arme à portée, tenant seulement sa lampe. Le sanglier était menaçant, et Jayesh était terrifié. La peau noire impénétrable de l'animal était couverte de poils. Ses défenses acérées prêtes à déchirer chair et peau, et ses yeux jaunes brillant dangereusement dans la lumière de la lampe. Il s'est redressé, figé par la peur.
C'était la première fois qu'il se retrouvait nez à nez avec un sanglier. Ses parents l'avaient pourtant averti de ne pas s'en approcher. Le sanglier était furieux, provoqué par la pierre que Jayesh lui avait lancée. Quand il a essayé de se lever, le sanglier a poussé un cri strident qui lui a percé les tympans. Puis, soudain, il a entendu le son d'un tambour venant de quelque part, et ce bruit se rapprochait. Les villageois utilisaient ces instruments pour chasser les sangliers et les oiseaux des champs. Le sanglier a reculé d'un pas, puis a pris la fuite. Jayesh, trempé de sueur et pétrifié de terreur, a senti le soulagement l'envahir en le voyant disparaître. Il s'est redressé, et en se retournant, il a aperçu une silhouette sombre à quelques mètres de lui. La silhouette portait un châle autour de son corps, tenant un tambour d'une main et une lampe de l'autre. Jayesh a cru que c'était son oncle et a couru vers lui, mais il a ralenti en s'approchant. En y regardant de plus près, il a réalisé que ce n'était pas son oncle. « Qu'est-ce que je suis en train de voir ?» il a pensé. La silhouette mesurait au moins 2 mètres de haut, enveloppée d'un châle brun, avec des mains musclées, pâles et grises. Là où aurait dû se trouver un visage, il n'y avait qu'une obscurité profonde avec 2 points lumineux bleus à la place des yeux. Il est resté figé de stupeur et de peur. Il a lentement reculé, mais la silhouette a parlé d'une voix profonde et résonnante. « Rentre chez toi. » Et immédiatement après, Jayesh a perdu connaissance. Le lendemain matin, il s'est réveillé dans la maison de son oncle, entouré de ses amis, de son oncle et d'un médecin. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, son oncle lui a expliqué qu'un villageois l'avait trouvé inconscient près des champs. Il savait qu'il avait disparu, et tout le monde le cherchait. Jayesh a raconté à son oncle qu'il était parti à sa recherche, et lui a raconté sa rencontre avec le sanglier qui lui avait presque coûté la vie, puis l'apparition de la mystérieuse silhouette. Son oncle a expliqué à Jayesh et à ses amis que cette figure était un gardien. Selon lui, ce gardien est une entité protectrice qui veille sur les champs, les préserve des intrusions indésirables et des animaux sauvages, et leur apporte fertilité et prospérité. En échange de cette protection, les villageois cassent une noix de coco à l'entrée des champs chaque nuit de nouvelle lune, comme offrande pour le gardien. L'oncle a aussi précisé qu'il s'était justement rendu au champ cette nuit-là pour accomplir ce rituel. En entendant cela, Jayesh et ses amis étaient sous le choc, ne sachant pas s'ils devaient y croire ou non. Mais ce qu'il avait vu cette nuit-là ne laissait aucun doute et l'a rendu croyant. Jayesh a pris conscience qu'il existe bien des entités autour de nous, certaines venues pour détruire, d'autres pour protéger. Je m'appelle Tania et j'ai 14 ans. Au moment de cet événement, j'avais environ 5 ou 6 ans. Je me souviens de cet incident comme si c'était hier, même si cela fait des années. Quand ma famille sortait, puisque je suis la plus jeune de la famille, ma mère me tenait toujours la main et me faisait rester collée à elle, tandis qu'elle faisait marcher mon frère aîné, qui a 2 ans de plus que moi, devant nous. Maintenant que le contexte est posé, je vais vous raconter mon histoire. C'était un dimanche et il faisait beau. Ma mère devait acheter des billets de train, et mon frère et moi l'avons accompagnée. Pendant que ma mère parlait à l'homme qui vendait les billets, j'ai décidé de me retourner et de regarder autour de moi. Et c'est là que je l'ai vue. La vieille femme sans abri et effrayante qui me fixait et me faisait signe d'approcher. Elle me regardait fixement en se léchant les lèvres. Il n'a fallu que ça pour me rendre terrifiée. Ma mère a remarqué que je fixais la femme, alors elle a décidé de me pincer et de me dire « Tania, ne regarde pas, c'est impoli ». Après avoir acheté les billets, nous sommes allés dans notre compartiment de train, et j'ai encore aperçu la femme sans abri. Elle avait l'air de vouloir s'approcher de nous. Elle continuait de me faire des signes de la main, et je pouvais lire sur ses lèvres qu'elle disait « Viens ici ». Ses yeux étaient écarquillés en me regardant. On aurait dit qu'ils allaient sortir de leur orbite. J'avais tellement peur que je me suis mise à pleurer, et ma mère, inquiète, m'a réconfortée, m'a tendu son téléphone et m'a dit de jouer dessus. Quelques jours plus tard, ma mère était en train de regarder la télé. J'étais blottie contre elle en jouant sur son téléphone, et mon frère était sur sa tablette, quand quelque chose de glaçant est apparu aux infos. Je n'oublierai jamais la photo de cette femme à l'écran. C'était le visage de la femme sans abri. En dessous de son visage, il était écrit « Tueuse en série présumée arrêtée ». Il a été révélé que cette femme attirait des enfants entre 5 et 8 ans pour les assassiner. Quand ma mère a vu le visage de cette personne, une expression de choc s'est dessinée sur son visage. Elle a eu l'air sur le point de pleurer. Je suis heureuse de ne pas avoir suivi cette femme. Qui sait ce qui aurait pu m'arriver si j'avais accepté de la rejoindre? Je ne sais rien de ce qu'elle est devenue aujourd'hui, et j'en suis bien contente. Merci d'avoir écouté mon histoire, et soyez prudents dans ce monde de fous.
Cet incident s'est produit quand j'avais environ 10 ans. À chaque moitié de trimestre, nous avions une semaine de vacances scolaires. Il était très courant pour les familles d'ici d'aller en safari dans des endroits comme Tsavo ou Masai Mara, car je vivais au Kenya, en Afrique. C'était presque devenu une tradition pour ma famille de partir en safari avec une autre famille, car celle-ci possédait à l'époque un camp qu'ils essayaient de développer, près du parc national de Tsavo. Et c'était parfait, car on n'avait pas besoin de payer les frais d'entrée du parc, qui étaient de 90 $ par jour. Comme ce camp se trouvait à la frontière du parc national, on pouvait voir toutes sortes d'animaux comme des lions, des léopards, des buffles, des éléphants, sans payer un centime. Donc un vendredi après-midi, mon père a rempli sa Land Rover de tout ce qu'il fallait. Des bières, des steaks, de l'eau et quelques sodas. Puis nous avons suivi la voiture de l'autre famille jusqu'à Tsavo. Avec un peu de chance, on pouvait y arriver en 4 heures. Mais la plupart du temps, cela prenait presque 8 heures, car il n'y avait qu'une seule route pour y aller. Et comme je vivais dans un pays en développement, la circulation était infernale. Nous sommes donc finalement arrivés en milieu de soirée. Mon père était vraiment impatient de préparer un barbecue pour les steaks et de passer un moment festif avec les autres adultes, tandis que mon ami, son petit frère et moi jouions sur la table de pique-nique. Le camp était très simple. Il y avait des huttes en terre avec des fenêtres couvertes de moustiquaires, juste pour nous protéger un peu des moustiques. Mais les toilettes étaient à l'extérieur, en plein air, sans grande intimité. Quelques gardes se relayaient pour patrouiller dans le camp, juste pour s'assurer que la clôture électrique fonctionnait correctement et que l'entrée du camp était dégagée. Pendant que mon père faisait griller la viande au barbecue, un des gardes que je connaissais depuis que j'étais toute petite est venu vers nous, pour nous raconter des histoires effrayantes de safari. Il nous a parlé d'un léopard qui aurait traîné sa proie dans l'une des chambres, des cicatrices profondes qu'il avait eues à cause d'animaux sauvages, ce genre de choses. En parlant, il a dirigé sa lampe de poche vers l'obscurité au-delà de la clôture électrique. Je pouvais voir différents yeux qui reflétaient la lumière, certains petits, d'autres plus grands. En tant qu'enfant, j'étais terrifiée, mais les adultes continuaient leur conversation. Vers 23 heures, j'ai eu besoin d'aller aux toilettes. Avec ma lampe de poche, je pouvais voir de nombreux scorpions au sol. En descendant le chemin vers les toilettes, j'ai pointé ma lumière vers la clôture. C'est là que j'ai vu le dos d'un lion derrière les buissons, ce qui signifiait qu'ils étaient beaucoup plus proches que nous ne l'avions imaginé. J'ai fait demi-tour en courant, sans même faire mes besoins, et j'ai raconté à mes parents et aux gardes ce que j'avais vu. Les gardes nous ont immédiatement envoyés dans nos chambres respectives. J'étais dans la hutte avec mon ami et sa famille, et mon père était avec ma belle-mère. Chaque parent avait un talkie-walkie en lien direct avec les gardes. Pendant la nuit, j'entendais des échanges sur les talkie-walkie, mais je n'y ai pas prêté attention. Vers 1 heure du matin, je n'en pouvais plus d'attendre pour aller aux toilettes, donc j'ai réveillé le père de mon ami pour qu'il m'accompagne, car j'étais évidemment trop terrifiée pour y aller seule. Il a essayé de me calmer en me disant que je ne pouvais pas y aller maintenant. Je ne comprenais pas pourquoi, alors j'ai insisté. Alors que je commençais à être frustrée, ne pouvant plus me retenir, le talkie-walkie s'est soudainement allumé, et nous avons entendu la voix urgente du garde. « Monsieur, ne quittez pas votre chambre, il y a un lion juste devant la porte de votre hutte. » Nous nous sommes figés sur place. J'entendais des grognements et des rugissements occasionnels. Pour ceux qui n'ont jamais été en safari ou ont entendu un rugissement de lion, quand il est aussi proche de vous, on sent la vibration du rugissement jusque dans les os. J'étais tellement choquée que je ne pouvais même pas pleurer. J'ai juste retenu mon souffle pendant ce qui m'a paru être une éternité. Et pour être honnête, j'en ai même un peu mouillé mon pantalon. Puis nous avons entendu des griffures et des reniflements sous la porte, ce qui a réveillé mon ami qui a commencé à crier. Son père lui a immédiatement couvert la bouche pour tenter de la faire taire et de la calmer. Nous avons tous compris que cette situation pouvait très mal finir. Nous étions dans une petite hutte en terre avec des lits superposés, et juste derrière la porte se trouvait un lion de plus de 190 kilos, curieux de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Soudain, nous avons entendu des coups de feu. J'imagine que cela venait des gardes, puis il y a eu un silence d'environ 5 minutes. Tout ce qui se faisait entendre, c'était les cigales au loin. Soudain, le talkie-walkie a retenti avec la voix d'un des gardes qui nous annonçait que le lion, effrayé par les coups de feu, avait quitté le camp. Cependant, ils ont ajouté qu'un autre lion rôdait encore autour du camp et qu'ils étaient en train de le chercher pour le chasser. À ce moment-là, j'ai entendu ma belle-mère crier de toutes ses forces, accompagnée de nouveaux coups de feu. C'est là que nous avons commencé à nous inquiéter, et le père de mon ami est resté en contact constant avec les gardes pour savoir si elle était en sécurité. Heureusement, il ne lui est rien arrivé. Il s'est avéré qu'elle s'était réveillée à cause des premiers coups de feu, et alors qu'elle s'apprêtait à se rendormir, elle a vu le lion avec ses 2 yeux brillants et sa crinière noire, la fixant de l'autre côté de la moustiquaire, ce qui l'avait fait crier de choc et de peur. Finalement, le lion a quitté les lieux, surpris par les seconds coups de feu des gardes, et nous avons pu rentrer sains et saufs chez nous. Mais même si on s'en est sorti indemne, j'ai toujours la chair de poule à chaque fois que je repense à cet incident.
J'ai eu beaucoup de chance de ne pas avoir cherché à sortir seule pour aller aux toilettes ce soir-là. J'ai 17 ans maintenant, mais quand cet incident est arrivé, j'avais 15 ans. C'était un jour ensoleillé, et ma famille et moi avions décidé d'aller chez ma tante pour passer du temps en famille. J'étais très excitée, car j'adorais la maison de ma tante, et j'aimais beaucoup passer du temps avec ma cousine. Quand nous sommes arrivés, ma cousine et moi avons planifié une soirée pyjama. Nous sommes donc allés au magasin du coin pour acheter de quoi grignoter. Mais en revenant, un homme nous a interpellés. Quand on s'est retournés, on a vu un homme bien habillé qui tenait un paquet de chips qu'on avait apparemment fait tomber par erreur. Je suis allée prendre le paquet de chips et je l'ai remercié. Il m'a fait un sourire sincère en retour. Je n'y ai pas vraiment prêté attention. Quand nous sommes revenus, il faisait déjà nuit et nous étions en train de choisir nos films pour la soirée. La maison de ma tante est toujours confortable, car elle laisse entrer l'air frais par la porte. L'entrée principale a 2 portes avec un espace entre elles. La première porte est faite de barreaux en fer, qui laissent passer l'air, et la deuxième est une porte en bois située à quelques mètres derrière la première. Ma tante garde toujours la porte en bois ouverte pour laisser l'air circuler, mais verrouille celle en fer par sécurité. Alors qu'on commençait enfin notre film, on a entendu un bruit sourd venant du couloir entre les 2 portes. Un sentiment étrange m'a envahi, et j'ai immédiatement demandé à ma cousine si elle avait bien verrouillé la porte en fer. Elle a dit qu'elle ne s'en souvenait pas, alors elle s'est levée pour aller vérifier. 1 minute s'est écoulée, mais je n'ai rien entendu, alors je me suis levée pour voir ce qui se passait, et mon corps s'est figé. Un homme avait pénétré dans la maison, et ma cousine était allongée, inconsciente, sur le sol. L'homme portait un masque et s'est lancé à ma poursuite. Je me suis enfuie en criant pour alerter tout le monde qu'il y avait un intrus dans la maison. L'homme courait de plus en plus vite, mais j'ai réussi à me réfugier dans la cuisine et à verrouiller la porte derrière moi. Ma mère et ma tante étaient aussi là, et s'étaient terrifiées. Et le pire, c'était que nos téléphones se trouvaient dans l'autre pièce. L'homme a continué à frapper à la porte, et quand il a vu qu'elle ne cédait pas, je l'ai entendu s'éloigner. Je ne pouvais pas laisser ma cousine seule, alors j'ai rassemblé tout le courage qui me restait pour agir. J'ai pris une assiette sur l'étagère de la cuisine, j'ai ouvert la porte et j'ai foncé vers l'homme. En se retournant, il a reçu l'assiette sur la tête, et du sang a commencé à couler de son visage. J'ai rapidement saisi mon téléphone, j'ai appelé la police, et je suis allée vérifier l'état de ma cousine. Je lui ai aspergé un peu d'eau sur le visage, et elle s'est réveillée. Heureusement, rien de grave ne lui était arrivé. La police est arrivée peu de temps après et a arrêté l'homme. Quand ils lui ont retiré le masque, j'ai été choquée de voir qu'il s'agissait de l'homme qui nous avait aidés au magasin. La police a confirmé qu'il nous avait suivis et s'était caché jusqu'à ce que nous entrions dans la maison. C'était un kidnappeur qui enlevait de jeunes filles pour les revendre contre de grosses sommes d'argent. Je remercie le ciel que rien de grave ne nous soit arrivé. Cette nuit-là, j'ai réalisé qu'il ne faut pas baisser sa garde face à un inconnu simplement parce qu'il semble gentil. Soyez très prudents. Je suis étudiante dans une université au Royaume-Uni. Et comme la plupart des étudiants, je sors en boîte tous les week-ends dès que je peux me le permettre. J'ai passé certaines des meilleures soirées de ma vie avec mes amis dans le centre-ville. Mais je ne vais pas mentir, j'ai aussi vu des choses vraiment horribles. Des filles qui se faisaient dessus parce qu'elles étaient trop ivres pour tenir debout, aux bagarres de bar où des mecs se lançaient des bouteilles dessus. Je pense que l'alcool a cette capacité à faire ressortir le pire chez certaines personnes. Et c'est au cours d'une de ces sorties dans le centre-ville que l'un des événements les plus effrayants auxquels j'ai jamais assisté s'est produit juste devant mes yeux. On sortait d'une boîte un samedi soir, avec l'intention de traverser la rue pour aller nous acheter des frites, quand on a vu une fille assise dehors, complètement saoule. La pauvre n'arrivait presque plus à garder les yeux ouverts, et personne autour d'elle ne semblait s'occuper d'elle, ce qui honnêtement m'a un peu inquiétée. Puisque le kebab où nous nous sommes installés avait de grandes fenêtres donnant sur la rue, je pouvais toujours garder un œil sur la fille depuis ma place près de la fenêtre. J'étais en train de déguster mes frites, quand j'ai vu un gars s'approcher d'elle, lui prendre la main et essayer de la faire se lever. Au début, j'étais soulagée en pensant que son copain était arrivé pour la ramener chez elle. Mais plus je regardais, plus je ressentais un mauvais pressentiment dans le creux de mon estomac. Non seulement cette fille refusait d'aller avec lui alors qu'elle aurait eu toutes les raisons de vouloir rentrer chez elle au chaud, mais en plus, le gars regardait constamment par-dessus son épaule et autour de lui, comme s'il voulait être sûr que personne ne le voyait. C'était un signe de culpabilité évident, et je sentais bien que quelque chose n'allait pas. Finalement, le gars a fini par la tirer sur ses pieds, pendant qu'elle essayait faiblement de se dégager, en vain.
puis il a commencé à l'éloigner de la boîte pour l'emmener au milieu de la rue. J'ai alerté mes amis, et immédiatement, on s'est toutes levées de notre table en attrapant nos boîtes de frites, et nous sommes sortis pour arrêter ce type. On s'est précipité avec l'intention de tenter notre meilleure politesse passive-agressive britannique. « Excusez-moi, vous la connaissez ?» Et là, comme sortie de nulle part, une voiture arrive à toute vitesse et s'arrête brutalement juste à côté d'eux. Mais en se garant, une des roues avant passe sur le pied de la fille, et elle laisse échapper un cri de douleur étouffé. Puis, pendant que le gars la traîne autour de la voiture, on voit son pied se balancer dans une position vraiment anormale, et on comprend tout de suite que sa cheville est cassée. Le gars essaye de la faire monter dans la voiture, où il y avait déjà au moins 3 autres hommes à l'arrière. On finit par les atteindre juste à temps pour essayer de l'empêcher de l'embarquer, Dieu savait tout. On lui demande s'il la connaît, et on demande à la fille si ça va, en insistant qu'il doit appeler une ambulance pour elle tout de suite. Il commence à nous dire que tout va bien, qu'il la connaît, et qu'il va l'emmener aux urgences pour faire examiner son pied. Une de mes amies lui demande comment elle s'appelle, et il marque une pause, hésite, puis sort un prénom au hasard de façon si évidente qu'on voit bien qu'il ne la connaît pas du tout. On commence à s'énerver, en lui disant qu'on va appeler la police s'il ne la laisse pas tranquille. Cela met les autres mecs dans la voiture en rogne, et il lui crie de la faire monter dans la voiture, ce qui fait violemment avant que la voiture ne démarre. J'essaye de lire la plaque d'immatriculation pendant qu'une de mes amies est déjà au téléphone avec la police, mais je n'arrive pas à bien distinguer les chiffres. Pendant un instant terrible, j'ai pensé que c'était fini, que quelque chose d'horrible allait arriver à cette fille, et qu'on n'avait pas réussi à l'en empêcher. Mais je me retourne et vois mes 2 autres amis qui montent dans un taxi en criant « Monte Chloé !» Ce qui s'est passé ensuite ressemble carrément à un film. Mon ami crie « Suivez cette voiture !» et on se lance alors à la poursuite de la Volvo noire avec les mecs et la fille blessée à l'intérieur. Pendant qu'on les suit, c'est le chaos total dans le taxi. Une de mes amies est toujours au téléphone avec la police pour leur expliquer la situation. Une autre raconte au chauffeur de taxi ce qui se passe. Et moi je remarque que les mecs ne semblent pas se diriger vers les urgences, mais plutôt vers les banlieues, ce qui, pour moi, indiquait clairement qu'ils cherchaient un endroit sombre et isolé. Dieu sait ce qu'ils comptaient lui faire. Mon ami raccroche avec la police et nous dit qu'ils ont une unité dans le coin. Et ils ne plaisantaient pas. 1 minute ou 2 plus tard, on voit des lumières bleues clignotantes, et le chauffeur de taxi ralentit pour laisser la police s'intercaler et les arrêter. Quand ils se sont enfin arrêtés, on est toutes sorties du taxi pendant que le chauffeur nous observait, et on criait « Menteur, menteur !» pendant que le gars racontait aux policiers que la fille était leur amie, et qu'il la ramenait juste chez elle. L'autre policier s'est approché de nous pour écouter notre version, et je lui ai raconté tout ce que j'avais vu, et pourquoi je trouvais ça incroyablement suspect. Ce qui a suivi s'est déroulé sur environ 1 heure. D'autres voitures de police sont arrivées pour surveiller les mecs, tandis qu'un des policiers a sorti la fille de la voiture et l'a emmenée à l'hôpital. Je ne suis pas sûre que les gars aient été arrêtés, mais je sais que leurs informations ont été enregistrées. Et quoi qu'il soit arrivé après, je sais au moins que la fille a été mise à l'abri et que son pied allait bien être soigné. Ma seule vraie inquiétude après tout ça, c'était que le chauffeur de taxi nous demande une somme astronomique pour l'avoir occupé pendant aussi longtemps. Mais à notre grande surprise, il a refusé de se faire payer, disant que voir des gens faire quelque chose de bien dans ce monde lui suffisait amplement comme paiement. Il a ajouté que si sa fille, qui avait notre âge, se retrouvait dans une situation délicate similaire à celle-ci, il espérait vraiment qu'il y aurait de bonnes âmes comme nous pour l'aider. Tard un soir, après que mon oncle avait fini son travail, il conduisait sur l'autoroute pour rentrer de son lieu de travail. Il travaillait dans une autre ville et devait faire la navette chaque jour pour revenir dans notre ville. Un trajet d'environ 45 minutes dans chaque sens. Il était environ 22 heures, donc il était vraiment fatigué et n'avait qu'une envie, rentrer chez lui. Après une vingtaine de minutes de conduite, il a entendu un cri lointain venant de devant lui. Mais comme il y avait du brouillard, il ne pouvait pas voir très loin. Ses phares brillaient faiblement dans la brume, éclairant à peine la route devant lui. 1 minute ou 2 après avoir entendu le cri, il a aperçu 2 lumières faibles au loin, clignotant. Après avoir parcouru quelques centaines de mètres supplémentaires, il a vu une voiture arrêtée sur le bas-côté, avec ses feux de détresse allumés. C'était une vieille épave, à peine en état de circuler. À côté, un homme sautait dans tous les sens. Mon oncle, qui est généralement très prudent, a décidé pour une raison quelconque d'aider cet homme, malgré l'impression étrange qu'il lui donnait. Après s'être arrêté, l'homme s'est approché de la fenêtre de la voiture de mon oncle. Il lui a demandé s'il pouvait l'emmener, car sa voiture était en panne. Et bien que mon oncle voulait l'aider, il sentait que quelque chose clochait dans cette situation. L'homme avait l'air légèrement fou. Il était agité et regardait sans cesse au loin. Mon oncle a tourné la tête pour voir où l'homme regardait. Il a aperçu 3 autres silhouettes, semblant observer à distance.
Mon oncle savait maintenant avec certitude qu'il s'agissait d'un piège, mais il a proposé calmement à l'homme d'appeler une dépanneuse. L'homme a instantanément refusé et a commencé à s'énerver. Il s'est mis à tirer frénétiquement sur la poignée de la porte, essayant d'ouvrir la voiture de mon oncle par tous les moyens. L'homme a reculé un instant, et profitant de son mouvement, mon oncle a mis la voiture en marche et est reparti sur l'autoroute. En réalisant ce qui venait de se passer, l'homme a poussé un cri inhumain et s'est précipité vers la voiture. Mais il n'a pas pu le rattraper car mon oncle avait appuyé sur l'accélérateur et était de nouveau sur la route. Il a vu l'homme, ainsi que 3 autres silhouettes qui l'observaient de loin, tenant tout ce qui semblait être des armes. Il a accéléré dans l'obscurité, sans plus jamais se retourner. Même après être arrivé chez lui, mon oncle était toujours extrêmement anxieux et troublé, et il est allé se coucher immédiatement. Il n'aime pas parler de cette rencontre, mais je ressens le besoin de la partager, pour avertir les autres d'être prudents lorsqu'ils conduisent tard le soir, et de ne pas faire confiance aux inconnus. Cette histoire s'est passée en 2007, pour autant que Ryan puisse s'en souvenir. Il avait alors 11 ans, et sa famille et lui étaient partis au Sri Lanka pour les vacances d'été. C'était des vacances normales, rythmées par les visites de la famille et les repas. Il faisait un road trip avec son oncle, sa tante et son cousin. Ils avaient prévu de visiter un temple situé sur la côte est du Sri Lanka, dans lequel ils ont prié, nourri les vaches sacrées et mangé la délicieuse nourriture du temple. Le père de Ryan s'était même rasé les cheveux, comme le veut la tradition quand on souhaite bonne chance à quelqu'un. C'était donc une journée familiale agréable, sans aucun nuage à l'horizon. À la tombée de la nuit, son oncle et son père ont décidé de chercher un motel pour passer la nuit, afin qu'ils puissent se reposer avant de reprendre la route tôt le lendemain matin. Ils en ont trouvé un près du temple, mais tout de même un peu à l'écart de la ville. Ryan se souvient que le lieu était très sec, avec seulement de la terre aride. Derrière le bâtiment se trouvait un champ de blé qui semblait s'étendre à l'infini. Mais le bâtiment lui-même était en bon état pour un endroit si reculé. Ils ont pris 2 chambres au 5e et dernier étage. Une pour sa famille, l'autre pour l'oncle et sa famille. Leur chambre était assez petite, mais suffisante pour 5 personnes. Il y avait un grand lit et un lit simple. Juste en face du grand lit, il y avait une commode avec une télévision, et à côté du grand lit, une petite fenêtre. Après avoir pris possession des chambres, ils sont retournés en ville pour dîner, et sont revenus au motel vers 22 heures. La sœur aînée de Ryan, qui avait alors 19 ans, et son frère de 9 ans partageaient le grand lit, tandis que ses parents dormaient dans le lit d'à côté. Ils se sont couchés, espérant passer une nuit paisible, car ils étaient tous très fatigués, surtout à cause de la chaleur. Ils savaient qu'ils devaient se lever tôt le lendemain, alors leur mère les a fait aller au lit dès que possible. Au milieu de la nuit, Ryan s'est réveillé. Il ne se rappelait pas de l'heure exacte, mais il faisait très sombre. Il a entendu un bruit provenant du bout de son lit, juste en face de la commode. Grâce à la lumière de la lune, il pouvait voir un peu ce qui se passait devant lui. Il a vu son père qui semblait sortir quelque chose de son portefeuille. Il n'y a pas plus prêté attention, mais il s'est tout de même demandé pourquoi son père faisait cela en pleine nuit. Dans tous les cas, il ne le voyait pas très bien. Il voyait juste qu'il était debout devant la commode. Ryan s'est rendormi, sans s'inquiéter davantage, jusqu'à être réveillé par des bruits terrifiants et le cri de sa tante dans la chambre voisine. Il a regardé à sa gauche et a vu que ses parents n'étaient plus dans leur lit. Alors que sa tante criait et hurlait à côté, il a soudainement vu sa mère revenir en courant dans leur chambre, retirer sa chaîne de mariage de son cou et la jeter sous le lit. À ce stade, il est important de savoir que, dans leur culture, une chaîne de mariage a la même valeur symbolique qu'une alliance, et c'est une chaîne sacrée, fabriquée avec soin et précieuse. Elle est retournée dans la chambre de sa tante, et Ryan a regardé à droite, voyant que son frère et sa sœur étaient réveillés aussi. Il a demandé à sa sœur ce qui se passait, mais ne savait pas non plus, et tentait de les rassurer. Il se souvient simplement de la peur intense et du froid qui l'envahissait. Tous les 3 se sont mis à trembler de peur. Après 5 minutes, leur mère est revenue et a essayé de les calmer. Ils ne pleuraient pas, mais ils étaient terrifiés au point de sentir leur cœur battre avec violence. Pour info, en Suisse, d'où sont originaires Ryan et sa famille, ils ne sont pas habitués aux pleurs bruyants et déchirants. Mais les femmes au Sri Lanka ou dans le sud de l'Inde pleurent souvent très fort en de telles circonstances, ce qui peut effrayer un enfant. Les pleurs de sa tante rendaient la situation encore plus angoissante, mais ils ne savaient toujours pas ce qui s'était passé. Après environ 1 heure, ils se sont rendormis, leur mère leur ayant dit de se reposer. Au petit matin, Ryan se souvient de ses parents déjà réveillés, discutant de ce qui s'était passé la veille. Sa sœur s'est également réveillée et leur a demandé ce qui s'était passé. Leur mère leur a alors raconté l'horreur. Dans la nuit, un cambrioleur avait grimpé jusqu'à la chambre de son oncle,
au dernier étage, juste à côté de la leur, et avait volé une chaîne de mariage d'une valeur de 5 000 $ appartenant à sa tante, ainsi que les clés du van familial. Son oncle s'était réveillé à cause d'un bruit dans la salle de bain, y était allé et avait vu le cambrioleur essayer de s'enfuir par la fenêtre. En essayant de l'attraper, le cambrioleur avait sauté par la fenêtre et s'était enfui dans le champ de blé, survivant miraculeusement à la chute. La mère de Rehan leur a aussi dit que le cambrioleur semblait blessé en s'échappant, car son oncle l'avait vu boiter. Il l'avait poursuivi dans le champ de blé, mais sans succès. L'homme avait disparu, et même la police n'avait pas réussi à le retrouver. Heureusement, ils avaient un double des clés du van, alors ils ont tout empaqueté et sont rentrés directement chez eux. Avant de partir, l'oncle de Rehan a voulu s'assurer que le cambrioleur n'avait rien laissé derrière lui en fuyant, dans l'espoir de trouver un indice, mais ils n'ont rien trouvé. La tante de Rehan était silencieuse et profondément bouleversée sur le trajet du retour, traumatisée par l'incident. En rentrant chez eux, le père de Rehan a vérifié ses affaires et a constaté qu'une petite photo de son propre père, qu'il gardait dans son portefeuille, avait disparu, tout comme son argent. C'est à ce moment-là que Rehan a réalisé que l'homme qu'il avait vu en face de la commode, en pleine nuit, n'était pas son père. C'était le cambrioleur lui-même. Il ne veut même pas imaginer ce qui aurait pu arriver si cet homme avait compris qu'il était réveillé et l'avait regardé. Il est heureux qu'il ait fait sombre, car le cambrioleur ne l'a pas vu. Mais cela le glace encore d'effroi de penser que cet homme était en fait celui qui avait volé la chaîne de mariage de sa tante et les clés du van. Depuis cet événement, Rehan veille toujours à ce que toutes les portes et fenêtres des chambres d'hôtel soient complètement verrouillées. Cet incident reste un mystère à ce jour. Parfois, Raphaël se demande s'il l'a vraiment vécu ou s'il l'a seulement imaginé. Il y a environ 25 ans, Raphaël avait entrepris un voyage seul, à bord de sa voiture. Certains auraient pu se demander pourquoi il voyageait seul, mais à l'époque, il n'avait simplement personne avec qui partir. La destination de son périple se trouvait dans le sud de son pays, à une distance considérable de son domicile, ce qui représentait une longue route. Il était parti le matin et était arrivé à destination en soirée. C'était une toute petite ville. Le soleil s'était couché, plongeant la ville dans une obscurité totale, sans une seule âme en vue. Raphaël roulait lentement, cherchant un motel à proximité. En poursuivant sa route, il a aperçu un petit pont devant lui, avec un homme assis sur une chaise à côté. L'apparition soudaine de la silhouette de cet homme dans l'obscurité l'a fait sursauter, et il a brusquement arrêté la voiture. En baissant la vitre, Raphaël a demandé ce qui se passait. L'homme s'est approché, l'a observé de la tête aux pieds, puis a déclaré « Ne traversez pas ce pont ». Raphaël, intrigué et légèrement agacé, a demandé pourquoi. L'homme a répondu « Ne traversez pas ce pont. Seules certaines personnes autorisées peuvent le franchir ». Fatigué après ce long trajet, Raphaël a crié d'un ton exaspéré « Qui a décidé ça ?» L'homme a marmonné quelque chose, mais Raphaël n'a pas compris ses paroles. Troublé, il s'est demandé ce qu'il devait faire. Faire un détour lui aurait pris 20 minutes supplémentaires, mais il était épuisé et ne voulait pas rouler plus longtemps. Finalement, il a lancé « Désolé, mais je dois y aller ». L'homme l'a fixé pendant quelques secondes, puis simplement retourné s'asseoir sur sa chaise. Raphaël a décidé de traverser le pont. Pendant qu'il avançait, il a senti le regard étrange de l'homme posé sur lui. En plein milieu de la traversée, un bruit soudain et fort a retenti. Cela ressemblait à un objet immense s'écrasant sur la voiture, qui s'est mise à trembler. Terrifié, Raphaël a freiné brusquement. Lentement, il a levé les yeux vers le toit de la voiture à travers la vitre, tremblant de peur. Il n'a rien vu. Trop effrayé pour sortir, il est resté figé, sans savoir quoi faire. Dans le rétroviseur, il a vu que l'homme assis près du pont continuait de le fixer. Il s'est demandé, perplexe et terrifié, ce qui avait bien pu se passer. C'est alors qu'il a aperçu quelque chose du coin de l'œil. Une forme descendait lentement depuis le toit de la voiture. C'était une énorme main, une main gigantesque et jaune. Elle a frappé à la vitre. Pris de panique, Raphaël a crié. La main a continué à descendre lentement, essayant d'ouvrir la portière de la voiture. Raphaël a rapidement appuyé sur le bouton pour verrouiller les portes, juste à temps. Il a vu ce bras immense juste devant lui, tandis qu'une ombre gigantesque recouvrait entièrement sa voiture. Bien qu'il n'ait pas pu voir la créature en entier, il avait deviné sa taille terrifiante rien qu'en observant son bras, qui couvrait presque toute la fenêtre. La créature ne produisait aucun son, mais continuait à essayer d'ouvrir la portière. Une odeur insupportable a envahi l'habitacle, et Raphaël a remarqué une sorte de brouillard devant ses yeux. Il avait du mal à respirer et sa vision est devenue floue. Il s'est senti à 2 doigts de la mort. Une prémonition lui a traversé l'esprit dans un flash.
S'il ne quittait pas immédiatement ce pont, il allait mourir. Rassemblant tout son courage, il a appuyé à fond sur l'accélérateur. La voiture a filé à toute allure, mais la créature a commencé à frapper la vitre, qui a fini par se briser avec un bruit fracassant. Raphaël ne s'est pas laissé distraire et a continué à accélérer. Heureusement, le pont n'était pas très long et il a rapidement atteint la terre ferme. Dès qu'il a quitté le pont, le bras gigantesque a disparu, tout comme l'ombre qui enveloppait la voiture. Dans son rétroviseur, il a aperçu une énorme silhouette jaune rampante sous le pont. Bien que la créature fût massive, il n'a pas pu distinguer précisément son apparence. Arrêtant la voiture un instant, Raphaël est sorti, mais ses jambes tremblaient tellement qu'il s'est effondré au sol. Plus tard, il a trouvé un motel et a demandé au personnel des informations sur le pont. Mais l'homme à l'accueil s'est contenté de lui dire qu'il ne savait rien, bien que des gouttes de sueur perlaient sur son front, malgré la fraîcheur de l'automne. Raphaël a eu un doute. Savait-il quelque chose? Le lendemain matin, Raphaël a pris la route du retour, en empruntant un itinéraire différent, bien sûr. Depuis cet événement, 25 ans se sont écoulés, mais Raphaël n'a toujours pas trouvé d'explication. Avait-il halluciné? Pourtant, la vitre de sa voiture s'était bel et bien brisée. De plus, il se posait toujours autant de questions. Pourquoi cet homme était-il assis près du pont? Pourquoi lui avait-il dit cela? Et surtout, la question la plus terrifiante. Si la portière de sa voiture s'était ouverte, ou s'il n'avait pas quitté le pont à temps, qu'est-ce qui aurait pu lui arriver? Rati était un lycéen vivant dans une zone urbaine en Inde. Cette histoire relate l'incident qui a changé le cours de sa vie. Cet événement s'est produit lorsqu'il avait environ 5 ou 6 ans. À cette époque, sa famille vivait dans son village natal. Leur maison était de plain pied et comportait 3 chambres, une cuisine et un garage attenant à la maison. Ce garage servait à stocker des objets vieux et inutilisés, comme des réfrigérateurs et autres bric-à-brac. Un jour, en allant nettoyer le garage, le père de Rati y a trouvé un mendiant en train de dévorer un rat. Très surpris, et dans un geste typique d'un père indien, il a chassé le mendiant hors du garage en criant. Pendant que cette scène se déroulait, Rati a entendu des bruits forts suivis des cris de son père. Il s'est précipité dehors pour voir ce qui se passait. En arrivant, il a aperçu le mendiant. C'était un homme frêle et effrayant, avec 2 grandes cicatrices sur le cou, comme si quelque chose de très tranchant l'avait presque décapité. Ses yeux étaient entièrement blancs, et même à distance, une odeur terrible émanait de lui. Quand le mendiant a remarqué Rati, il a tourné la tête vers lui et a esquissé un sourire qui a glacé Rati d'effroi. Quand son père a vu le mendiant regarder son fils d'une manière étrange, il a semblé encore plus en colère et a couru pour frapper l'homme. Le mendiant est tombé et resté immobile pendant un moment, mais il s'est relevé rapidement et a commencé à maudire le père de Rati, dans une langue que personne ne comprenait. Il semblait furieux et s'est mis à chercher quelque chose autour de lui, jusqu'à ce qu'il trouve un marteau posé au sol, que le père de Rati avait laissé là en nettoyant le garage. Le mendiant a attrapé le marteau et l'a lancé en direction de son père. Mais son geste manquait de force et l'outil n'a pas atteint sa cible. Après avoir continué à proférer des malédictions, il a fini par s'enfuir, disparaissant au loin. Après ce jour, il n'y a plus eu de nouvelles de ce mendiant et rien d'étrange ne s'est produit. Mais 7 nuits plus tard, Rati a fait un cauchemar troublant. Dans ce rêve, il a vu le mendiant attaquer son père. Le mendiant tenait un marteau et un clou dans ses mains, et il enfonçait le clou directement dans la poitrine de son père, jusqu'au cœur. Rati s'est réveillé en panique, mais n'a rien raconté à personne, car il savait que sa famille ne croyait pas à ces histoires de cauchemars ou de présages. Après cette nuit, ce rêve horrible n'est pas revenu. Mais le 21e jour après l'incident, son père a été retrouvé mort, allongé sur son lit, les yeux grands ouverts. Ils étaient entièrement blancs. Sa famille a été dévastée de cette mort brutale et inexplicable. Une fois les rites funéraires accomplis, Rati est allé dans la chambre de son père. Il regardait des photos et cherchait d'anciens objets sous le lit. En tendant la main, il a touché un objet qu'il n'a pas reconnu immédiatement. C'était le marteau du garage, celui que le mendiant avait lancé sur son père ce jour-là. Depuis, Rati vit avec un profond sentiment de culpabilité de ne pas avoir parlé de son rêve. Qui sait, peut-être qu'en parler aurait pu avertir sa famille et empêcher la mort injuste de son père. Aujourd'hui, il partage cette histoire avec d'autres, dans l'espoir de soulager sa conscience en empêchant d'autres victimes. Il a envie de tout révéler à sa mère, mais il a peur de sa réaction. Il a tiré 2 leçons importantes de cet événement. D'une part, il faut toujours traiter les inconnus avec gentillesse,
car on ne sait jamais ce qu'ils peuvent faire si on les contrarie. D'autre part, il a appris qu'il est crucial de chérir les moments passés avec ses proches. Bien que Ratty ait reçu un avertissement qui n'a pas suivi, il sait désormais qu'on peut perdre un être cher à tout moment, parfois sans aucun signe avant-coureur. Lorsqu'elle était encore à l'école primaire, Emily se souvenait d'une mode qui circulait sur les réseaux sociaux. Une blague consistant à se faire passer pour un fantôme et effrayer les gens. À cet âge-là, elle était encore jeune et impressionnable. Elle a voulu essayer ce genre de blague à son tour. Ce soir-là, elle s'est donc rendue dans la cage d'escalier de secours de son immeuble, s'est accroupie sur une marche et a attendu que quelqu'un passe. C'est alors qu'un garçon est apparu, entrant par la sortie de secours. Il n'a rien dit et s'est contenté de la fixer. Emily a pensé que c'était le moment parfait pour jouer son rôle. Elle a pris un ton grave et a murmuré « Tu me vois ?» Elle riait intérieurement, amusée par son audace, jusqu'à ce qu'elle remarque un sourire glaçant s'étirer sur le visage du garçon. « Wow, toi aussi tu me vois ?» a-t-il répondu soudain. À cet instant, son esprit s'est complètement vidé. L'obscurité régnait dans la cage d'escalier. Puis, les lumières du détecteur de mouvement ont clignoté une fois. Quand Emily a reporté son regard devant elle, elle a vu le garçon debout dans une position si étrange qu'aucun être humain ne pourrait l'adopter. Son corps faisait face à la sortie, mais sa tête était tournée à 180 degrés, ses yeux plantés dans les siens. Emily a bondi de peur vers la porte de sortie. Juste avant de l'ouvrir, elle s'est retournée instinctivement. Ce qu'elle a vu la glacé d'effroi. La tête du garçon a commencé à pivoter lentement, son regard curieux toujours fixé sur elle. Elle a hurlé intérieurement. Et dans un élan de panique, elle a finalement réussi à s'échapper de justesse de la cage d'escalier. Lorsque Nathan était au lycée, il rentrait chez lui après une séance d'études nocturnes. Il était tard lorsqu'il est finalement arrivé à la maison. Alors qu'il s'apprêtait à allumer la lumière, il a remarqué sa mère qui le fixait depuis le porche arrière. « Maman, pourquoi tu restes là? Tu ne veux pas rentrer ?» Il a parlé naturellement tout en se dirigeant vers la cuisine pour boire un verre d'eau. C'est alors qu'il a trouvé un mot sur la table. « Je vais assister à une réunion ce soir. Dîne avec ton frère. » Le choc l'a figé et son cœur a manqué un battement. Si sa mère était absente, qui était-ce dehors? Il a compris qu'il ne devait pas rester dans cette maison. Cependant, la peur le paralysait. Il craignait que cette chose ne le suive immédiatement s'il tentait de s'enfuir. Alors il a commencé à marcher lentement à travers le salon en direction de la porte d'entrée. Cette chose était toujours dans la même position, mais ses yeux suivaient chacun de ses mouvements. Lorsqu'il a atteint la porte, Nathan est sorti pieds nus et a immédiatement appelé son grand frère. La réponse de ce dernier l'a glacé de terreur. « Tu l'as vu ?» Il s'avère que son frère était rentré plus tôt ce soir-là. Il lui a expliqué que la chose qui se trouvait sur le porche arrière était à l'origine dans la pièce principale lorsqu'il était arrivé. Elle le regardait à travers la porte ouverte. Il a également ajouté que le blanc de ses yeux était anormalement grand et que la partie noire de l'œil était si petite qu'il ne restait presque que les pupilles. Nathan et son frère ont dû passer toute la nuit dans une chambre verrouillée, jusqu'à ce que leur mère rentre enfin à la maison ce soir-là. Au lycée, Samuel était un harceleur. Aujourd'hui adulte, il regrette encore cette période de sa vie. Enfin, plus précisément, ce qu'il regrette n'est pas d'avoir été un tyran en soi. Ce qu'il regrette, c'est un souvenir terrible qu'il hante encore. Il souhaite nous le raconter. À l'époque, Samuel passait son temps avec ses amis Tom et Blake, et ensemble, il harcelait d'autres élèves. Il y avait une victime en particulier qui subissait leur brimade plus que quiconque. Il ne peut pas mentionner son nom ici, mais il l'appelait la machine à coups. Il le frappait souvent, puis lui demandait leur score. Ensuite, il leur attribuait une note. Il continuait à le frapper jusqu'à obtenir une évaluation qu'il jugeait satisfaisante. Cet élève était un grand gars d'environ 1,90 m, mais il se laissait toujours battre sans résistance. Même après avoir quitté le lycée, il continuait parfois à le harceler lorsqu'il le croisait. Un jour d'automne, où le ciel était rouge sang, il le retrouve et commence, comme d'habitude, à l'intimider. Mais cette fois, il tend la main et d'une voix tremblante dit « Je sens que je vais pleurer. Arrêtez s'il vous plaît. Ou je vais pleurer et vous allez tous mourir. »
Ces paroles fichent Samuel et ses amis un instant. Mais Tom éclate de rire et s'exclame. Si tu pleures quoi, on va mourir? Oui, peut-être qu'on mourra. De rire, abruti. Blake grand chéri. Oh là là, sérieux, on t'a jamais vu pleurer. Fais-nous plaisir, pleure pour de vrai aujourd'hui. Puis éclate de rire. Alors ce garçon rugit d'une manière assourdissante, comme un lion furieux, et ses larmes commencent à couler au sol. C'est la première fois que Samuel le voit pleurer. Ses épaules se soulèvent violemment alors qu'il respire si bruyamment qu'on aurait dit qu'il absorbait la terre entière. Puis avant qu'il ne réalise qu'il est en train de se mettre en colère, il se jette sur Tom et l'attrape à la gorge. Tom se débat de toutes ses forces pour se libérer, mais il est complètement dépassé. L'élève serre la gorge de Tom avec une puissance inimaginable, si bien que ses yeux semblent sur le point de sortir de sa tête. Puis il le projette violemment contre un mur. Tom heurte la surface avec une telle force qu'il s'évanouit sous le choc. Samuel pense qu'il est peut-être mort tant le choc a été brutal. Le garçon se tourne alors vers Samuel, qui regarde autour de lui pour chercher du soutien. Mais Blake est déjà en train de s'enfuir à toute vitesse. Terrifié, Samuel commence à trembler de la tête aux pieds. Tandis que le garçon marche lentement vers lui, il déclare « Ma mère m'a toujours dit qu'une fois que je pleure, personne ne peut m'arrêter. Elle ne m'a jamais contrarié, mon père non plus. » Il s'arrête brusquement et commence à se tordre de douleur, arrachant des mèches de ses cheveux. Puis d'une voix glaciale, il murmure « Je te donne 3 secondes. Cours pour sauver ta vie. » Ses yeux sont ceux d'un tueur, rouges comme imbibés de sang. Samuel veut fuir, mais ses jambes refusent de bouger. En un éclair, le garçon est devant lui, le soulève comme un ballon de basket et le jette au sol avec une facilité déconcertante. Le choc fait perdre connaissance à Samuel quelques instants. Quand il reprend ses esprits, il entend le son des sirènes de police. Oui, Blake avait appelé les secours. Samuel ouvre les yeux et voit le garçon toujours debout, immobile, les larmes continuant de couler. Il n'a pas fui, même lorsque les sirènes se sont fait entendre. En voyant Samuel ouvrir les yeux, il s'approche et lui assène un coup de poing en plein visage. Samuel suffoque, incapable de respirer. Les coups pleuvent, il s'évanouit presque à nouveau. Le garçon déclare « Tu veux vivre? Alors arrête mes larmes. » Samuel ne peut que trembler, paralysé par la peur. À ce moment, la police arrive enfin et lui ordonne de lever les mains. Mais il les ignore, marmonnant d'une voix sourde tout en avançant vers eux d'un pas lourd. Personne ne peut m'arrêter quand je pleure, même pas la police. Les agents lui crient, paniqués, d'arrêter, ou ils lui tireront dessus. Mais il ne s'arrête pas. En un instant, il se précipite sur un policier. L'agent utilise un taser, mais cela ne le ralentit pas. Il soulève l'homme et le projette au loin. Un autre policier tente de l'arrêter, mais il reçoit un coup si puissant qu'il s'effondre comme une poupée. Puis un coup de feu retentit. Avec un bruit sourd, ses genoux touchent le sol. Il s'effondre peu après. Il reste allongé, immobile, les yeux grands ouverts. Un policier vérifie son pouls, puis fait signe à ses collègues qu'il est mort. La vision de Samuel se brouille, mais il voit les agents courir vers lui. Cela semble irréel, comme un cauchemar. Non, Samuel aurait préféré que ce soit un rêve, mais ce n'en était pas un. Depuis ce jour, Samuel est hanté par ce souvenir. Il s'est isolé, incapable de surmonter son traumatisme. 10 ans ont passé, mais il en subit encore les effets. À chaque fois qu'il voit quelqu'un pleurer, il est envahi par une peur irrationnelle et s'enfuit. Même ses relations en ont souffert. Il a quitté sa petite amie lorsqu'elle a pleuré, incapable de faire face. Des années ont passé, mais il ne peut oublier. Le simple fait de se remémorer cet événement le fait frissonner, comme un arbre frêle au cœur d'un typhon. Quand Elias était enfant, il a rendu visite à sa grand-mère avec son petit frère en plein été. Et comme tous les enfants, il s'amusait à explorer les environs et à jouer près de la rivière qui se trouvait là. Après le coucher du soleil, alors qu'ils dînaient ensemble, sa grand-mère leur a soudainement dit « Ne sortez pas de cette maison dans la nuit. » Son visage semblait vraiment sérieux. Cet avertissement, donné sans raison, lui a paru un peu étrange au départ. C'était aussi légèrement effrayant pour un jeune enfant comme lui, mais il a vite pensé que c'était simplement parce qu'il faisait trop sombre dehors pour jouer. La maison de sa grand-mère se trouvait à la campagne. Il fallait pédaler presque 30 minutes pour atteindre le magasin de proximité le plus proche. Et il n'y avait aucun lampadaire sur la route, ce qui rendait la nuit noire comme de l'encre. Après le dîner, Elias et son frère sont allés se coucher. Mais vers 1h du matin, son frère a soudainement commencé à pleurnicher parce qu'il voulait une glace. Elias s'est rappelé des mots de sa grand-mère.
ne pas sortir la nuit. Cependant, lui aussi s'est mis à avoir envie de glace. Que pouvait-il faire d'autre? Ils ont fini par enfourcher leur vélo en cachette pour aller au village en chercher. Une fois leur glace terminée, ils étaient sur le chemin du retour. Ils pédalaient sur la route tout en discutant de Pokémon, qui était très populaire à l'époque. Soudain, son frère lui a dit « Hé, il y a un raccourci par là !» Mais il faisait si sombre qu'Elias ne voyait même pas le chemin dont il parlait. Et pour une raison qui ne s'expliquait pas, il n'avait pas envie d'aller dans cette direction. Nous, reprenons simplement le chemin par lequel on est venu. À peine avait-il dit cela, et regardé de nouveau devant lui, qu'il a vu que son frère était en fait devant lui. Elias était certain que son frère se trouvait derrière lui jusque-là. Après une seconde d'incompréhension, la réalisation lui a glacé le sang. Qui était en train de lui parler derrière? À cet instant précis, il s'est de nouveau rappelé des mots de sa grand-mère. Ne sortez pas de cette maison tard dans la nuit. Transpirant abondamment, Elias a pédalé de toutes ses forces pour retourner chez sa grand-mère. En descendant précipitamment de son vélo, il a soudainement entendu une voix près de son oreille. Pfff, dommage. Terrifié, il a attrapé son frère par le poignet, l'a entraîné dans leur chambre, et ils ont passé le reste de la nuit cachés sous une couverture. Le lendemain matin, ils ont gardé pour eux leur escapade nocturne pendant le petit déjeuner, puis ils ont pris le bus pour rentrer chez eux. Mais cette voix entendue la veille continuait de le hanter. Curieux, Elias a regardé par la fenêtre du bus alors qu'il passait près de l'endroit où il s'était trouvé. Et à ce moment précis, il s'est figé. C'était une falaise. Et s'il avait suivi le raccourci suggéré par cette voix derrière lui, il n'y aurait probablement pas survécu. Même aujourd'hui, à chaque fois qu'il visite la maison de sa grand-mère, Elias repense à ce moment et en frissonne encore. Alex était routier depuis ses 25 ans, et de par son métier, il avait vécu de nombreuses expériences étranges sur la route. Il était presque certain d'avoir aperçu des ovnis lors de trajets nocturnes, et avait parfois croisé des conducteurs des plus curieux. Cependant, l'événement qu'il veut nous raconter aujourd'hui est, de loin, l'expérience la plus terrifiante et étrange qu'il ait jamais vécue. Cela s'est passé sur une route de campagne au Kansas, alors qu'il avait 37 ans. C'était en 2009, et la nuit avait commencé comme d'habitude. Alex conduisait en écoutant de la musique à la radio, une tasse de café à portée de main pour éviter la fatigue. Alors qu'il roulait sur une route déserte, il a remarqué que le brouillard commençait à tomber. Peu à peu, le brouillard est devenu si épais qu'il a hésité entre s'arrêter pour attendre qu'il se dissipe ou continuer prudemment son chemin. Il a finalement opté pour la deuxième option. Après tout, personne d'autre ne semblait être sur cette route isolée, et il s'est dit que cela rendait la situation relativement sûre. Il a redoublé néanmoins de prudence, avançant lentement au cas où un animal surgirait de l'obscurité. Alors qu'il continuait à avancer, une odeur nauséabonde s'est mise à envahir l'habitacle de son camion. C'était la pire odeur qu'il ait jamais sentie. Il a rapidement fermé les fenêtres, mais ça n'a servi à rien. La puanteur s'était déjà infiltrée et menaçait de le faire vomir. Entre le brouillard oppressant et cette odeur insoutenable, Alex s'est senti submergé. Il se demandait ce qui pouvait bien causer une telle puanteur, quand il a senti un haut-le-cœur le prendre. Il a dû alors s'arrêter en urgence, ouvrir la porte de son camion et vomir sur le bas-côté. Une fois remis, il s'est couvert le nez pour tenter d'échapper à l'odeur persistante, et il s'apprêtait à reprendre la route lorsqu'il a vu une silhouette traverser devant lui. C'était sans aucun doute un homme. Cet homme semblait boiter et portait une vieille chemise blanche boutonnée ainsi que des bretelles noires. Troublé par l'étrangeté de la scène, Alex a décidé qu'il allait s'approcher pour lui demander s'il avait besoin d'aide. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, 4 autres silhouettes sont apparues de l'obscurité. Elles marchaient dans la même direction que le premier homme, toutes avec cette même démarche boiteuse. Elles portaient également des vêtements de fermier d'une autre époque. Ce qui a perturbé encore plus Alex, c'était que ces gens semblaient complètement ignorer son énorme camion arrêté sur le bord de la route. Il s'est dit que s'ils avaient vraiment besoin d'aide, ils se seraient manifestés, mais ils ont continué à avancer, disparaissant peu à peu dans l'obscurité et le brouillard. Alex rappelle qu'ils étaient en plein Kansas, au milieu de nulle part. Soudain, une autre silhouette est sortie de la pénombre et a traversé à son tour. Cette fois, il s'agissait d'un enfant. Alex est sorti de son camion, mais il est resté à distance, observant l'enfant traverser la route. Lui aussi marchait bizarrement et portait ses vêtements anciens. Quand l'enfant est presque arrivé de l'autre côté, Alex a demandé d'une voix forte « Vous avez besoin d'aide ?» L'enfant s'est arrêté net et a tourné la tête vers lui. Le cœur d'Alex s'est immédiatement serré. Ce qu'il regardait
n'était pas un visage d'enfant ordinaire. C'était un visage de cadavre. Terrifié, Alex a juré entre ses dents et s'est figé. La chose a alors poussé un cri strident, le pire qu'Alex ait jamais entendu, et s'est mise à claudiquer rapidement dans sa direction. Alex s'est précipité dans son camion, claquant la portière derrière lui. Au même instant, il a entendu d'autres cris terrifiants et a vu davantage de ces créatures sortir de l'obscurité. Il n'a pas attendu une seconde de plus. Il a démarré en trombe, évitant de justesse l'enfant, et s'est éloigné aussi vite que possible. Pendant qu'il fuyait, il a aperçu d'autres visages, tous décomposés, semblables à celui de l'enfant. Une fois revenu à la civilisation, Alex s'est arrêté dans une station-service. Il est resté assis dans son camion, le cœur battant à tout rompre, l'esprit encore tourmenté. Cette expérience avait à jamais changé sa perception du monde. Il a compris que notre monde peut être bien plus étrange qu'on ne peut l'imaginer, et qu'il existe des choses qui dépassent complètement notre compréhension. Cette histoire nous vient de Paul. Paul aimait jouer à des jeux vidéo avec son groupe d'amis. Dernièrement, il jouait souvent à Among Us en soirée. À chaque partie, Paul et ses amis utilisaient leur micro. Ils passaient souvent leur temps à troller d'autres joueurs. Un soir, ils jouaient à Among Us comme d'habitude, et étaient en train de débattre longuement pour deviner qui pouvait être le ou les imposteurs. Paul, accompagné de ses deux amis Harry et Wayne, pensait que c'était un joueur nommé Sean, et le reste du groupe pensait comme lui. Ils ont fini par voter pour éjecter Sean. Pendant les discussions, Sean s'énervait de plus en plus, répétant avec insistance qu'il n'était pas l'imposteur. Paul et ses amis trouvaient cela particulièrement amusant. Après la partie, Harry a reçu un message de Sean. Celui-ci insistait sur le fait qu'il n'était pas l'imposteur et reprochait au groupe de l'avoir éjecté sans raison. Wayne, trouvant cela drôle, a proposé d'inviter Sean à rejoindre leur salon pour continuer à le troller. L'idée était de dire à chaque discussion qu'ils pensaient que Sean était l'imposteur. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont joué 2 parties supplémentaires avec Sean, le désignant systématiquement comme imposteur et le faisant éjecter à chaque fois. Sean a finalement quitté le salon. Ils n'ont plus joué avec lui ce soir-là. En pleine nuit, Paul, qui avait le sommeil léger, s'est réveillé vers 2h du matin à cause du bruit d'une voiture. En regardant par la fenêtre, il a vu un véhicule garé juste devant sa maison. Le moteur était allumé, mais personne n'est descendu au monté de la voiture. Il a aussi remarqué que la rue était complètement déserte. Juste avant de retourner se coucher, son ordinateur s'est subitement allumé. En s'approchant, il a vu un écran bleu avec une icône au centre, intitulée « Ouvrir la discussion ». En cliquant dessus, Paul a découvert une image extrêmement gore, celle d'un homme coupé en 2. En dessous, il était écrit « Vous avez été éjecté ». Paul a essayé de bouger la souris et d'éteindre son ordinateur, mais rien ne fonctionnait. Il n'a eu d'autre choix que de fixer l'image horrible. Finalement, l'ordinateur s'est éteint de lui-même. Au même moment, la voiture devant chez lui a démarré lentement avant de disparaître. Le lendemain matin, Paul a découvert des messages de Harry et de Wayne. Tous deux racontaient avoir vécu des expériences similaires. Ils ont reçu des images étranges sur leurs ordinateurs et leurs téléphones, représentant des personnes coupées en 2. Paul leur a demandé si cela pouvait avoir un lien avec Sean, le joueur qu'ils avaient trollé. Mais ni Harry ni Wayne ne savaient quoi en penser. Paul a été terrifié à l'idée que Sean ait découvert où ils habitaient et qu'il ait réussi à pirater leurs appareils. Mais ce qui l'effrayait encore plus, c'était le réalisme troublant des photos. Et surtout, comment Sean avait-il pu savoir où il vivait, lui et ses amis, et hacker leurs appareils avec une telle facilité? Elliot ne se considère pas comme un grand conteur, mais il tient tout de même à nous partager son histoire. Dans les années 90, il a traversé une période très difficile. Après un mariage raté, il est devenu un peu nomade, parcourant le pays à pied, sans destination précise. C'était une idée stupide, mais à l'époque, il se sentait désespéré et cherchait simplement à vivre quelque chose de nouveau. Alors qu'il voyageait à travers le Dakota du Sud, il a fait du stop avec un chauffeur routier pour rejoindre le Nebraska. Pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans cet état, il y a d'immenses étendues de terre qui s'étendent sur des kilomètres, bordées uniquement de champs de maïs de chaque côté de la route. Lui et le routier se sont séparés à une aire de repos, et Elliot a poursuivi sa route, se retrouvant finalement dans ce qu'il a appris plus tard être les Sandy Hills du Nebraska.
Cette région est l'une des plus isolées des États-Unis. 33 km² de dunes et de prairies à perte de vue. Elliot a prévu de faire du stop jusqu'à la ville la plus proche, puis prendre un bus pour rendre visite à un ami à Omaha. Honnêtement, il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Il s'est dit qu'il improviserait en chemin. À l'époque, il ne connaissait pas grand-chose au Nebraska, mais il a rapidement découvert que cette route n'était pas idéale pour faire du stop. Il a à peine croisé quelques voitures, et celles qui passaient l'ont complètement ignoré. Après 12 heures de marche, il manquait de nourriture et d'eau. Il s'est retrouvé totalement épuisé et devait absolument trouver un endroit où se reposer. Il ne lui restait qu'une heure de lumière du jour. Heureusement pour lui, il a aperçu une vieille ferme située à environ 1 kilomètre de la route principale. De loin, il a cru que cet endroit était habité, mais en s'approchant, il a vite compris que la maison était abandonnée. C'était l'automne, donc le climat du Nebraska restait supportable, bien que les nuits soient fraîches. Elliot a décidé de s'abriter dans cette maison pour la nuit et de reprendre sa route le lendemain. Il avait juste assez de provisions pour tenir une nuit de plus. La maison était typiquement ce qu'on pouvait attendre d'un bâtiment en ruine. Une odeur de moisissure, des dégâts d'eau sévères, des sols qui craquaient, etc. Le salon semblait être le seul endroit à peu près convenable pour s'installer. Alors il a déroulé son sac de couchage et s'est finalement endormi. Elliot s'est réveillé en sursaut au son de planches qui grinçaient. Il s'est redressé immédiatement, tendant l'oreille. Il a entendu plusieurs pas lourds résonner partout dans la maison. À l'étage, en bas, sur la véranda arrière, et même dans la pièce où il se trouvait. Mais même en regardant partout autour de lui, il n'a rien vu. Il s'est levé précipitamment et s'est dirigé vers la fenêtre la plus proche pour jeter un coup d'œil. Ce qu'il a vu l'a profondément perturbé, au point de lui donner la nausée. Plusieurs silhouettes encapuchonnées se tenaient côte à côte, semblant encercler la maison. Avec les bruits de pas qu'il entendait, il lui semblait qu'il y avait également des gens à l'intérieur avec lui. Dans un effort pour calmer la situation, il a pris une décision qu'il a jugée brillante sur le moment. Parler. Bonsoir. Désolé si je suis sur votre propriété. Je cherchais juste un endroit pour passer la nuit. Je pensais que cette maison était abandonnée. Encore désolé. Tous les bruits de pas se sont arrêtés d'un coup, laissant place à un silence terrifiant. Il faisait si calme qu'Elliot aurait pu entendre une souris respirer dans un coin. Un mauvais pressentiment lui a noué l'estomac. Il a sorti son couteau de chasse de son sac à dos, rassemblé ses affaires, et s'est dirigé lentement vers le couloir. Malgré les silhouettes menaçantes à l'extérieur, il était surtout préoccupé par ce qui pouvait produire ces bruits de pas à l'intérieur. Il a fouillé tout le rez-de-chaussée sans trouver quoi que ce soit. Rien ne bougeait, rien ne faisait de bruit. Mais son mauvais pressentiment a continué de s'amplifier. Malgré la présence des mystérieux encapuchonnés à l'extérieur, une intuition lui disait que s'il ne quittait pas cette maison immédiatement, quelque chose de terrible allait lui arriver. La maison était située au centre d'une clairière ouverte. Au-delà, il y avait une barrière d'herbe haute. En sortant par la porte d'entrée, Elliot s'est arrêté devant la maison. Peu importe la direction dans laquelle il regardait, une des silhouettes encapuchonnées lui bloquait le chemin. Soudain, il a ressenti une chaleur brûlante dans son dos. En se retournant, il a découvert avec stupéfaction que la maison qu'il venait de quitter était désormais en flammes. Il n'avait aucune explication. Quelques instants plus tôt, il y marchait encore, et désormais, elle était engloutie par les flammes. En se retournant pour trouver un chemin, il a constaté que les silhouettes avaient disparu. Tout cela devenait beaucoup trop étrange pour lui. La seule chose qu'il savait, c'était qu'il devait fuir cet endroit au plus vite. Revenu sur la route principale, Elliot n'a pas arrêté de marcher jusqu'à atteindre une ville, dont il ne se souvenait plus du nom. Le reste de son séjour dans le Nebraska s'est bien déroulé, et il a remis sa vie sur les rails peu de temps après son retour de voyage. Mais il n'oubliera jamais cette vieille ferme et ces mystérieuses silhouettes encapuchonnées. Cet incident continue de le hanter, et il reste sans réponse à ce jour. Mais peut-être que certaines choses valent mieux rester inexpliquées. Une nuit d'été, il y a presque 10 ans, Mark a vécu une expérience terrifiante qui continue de le hanter aujourd'hui. À cette époque, il vivait avec son grand-père maternel dans une maison à 2 étages. C'était pour des raisons professionnelles, et il partageait ce foyer avec une grande famille très aimante. Mark avait pour habitude de veiller tard le soir devant la télévision, et dormait souvent dans la pièce où elle se trouvait, située dans le grenier. Ce dernier ne comportait qu'une chambre et une petite salle de bain. La chambre était meublée de 2 lits en bois, d'un ventilateur et d'une télévision, et les 4 fenêtres étaient couvertes de rideaux, donnant sur la terrasse.
La seule entrée était une porte en bois dont la partie supérieure était constituée d'un treillis transparent. L'escalier qui menait au rez-de-chaussée se trouvait juste à l'extérieur de la chambre, et l'un de ses oncles fermait toujours à clé la porte au bas de cet escalier pour éviter toute intrusion. Une nuit, après avoir fini de regarder la télévision, Mark a verrouillé la porte, tiré les rideaux et s'est mis au lit. Plongé dans un sommeil profond, il a soudainement été réveillé par des coups frappés à la porte. Il a d'abord pensé que c'était peut-être un de ses oncles ou cousins, mais en regardant l'heure, il a vu qu'il était environ 2h30 du matin. Curieux, il s'est levé pour voir qui était là. Ce qu'il a vu à travers le treillis l'a glacé d'effroi. De l'autre côté de la porte se trouvait un jeune garçon d'environ 5 ou 6 ans, vêtu de vêtements sales et sombres. Mark n'a pas pu voir son visage, car l'enfant s'est immédiatement retourné dès qu'il s'est levé. Avant même qu'il puisse comprendre ce qui se passait, l'enfant a couru jusqu'à la balustrade de l'escalier et a sauté dans le vide, disparaissant sous ses yeux. Mark a immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas d'un être humain. Submergé par la peur, il s'est réfugié sous les couvertures, priant pour que cette apparition ne revienne pas. Le lendemain matin, un de ses oncles est venu le voir et l'a trouvé tremblant de fièvre. Quand Mark lui a raconté ce qu'il avait vu, personne ne l'a cru. Sa famille a essayé de le convaincre qu'il avait tout imaginé à cause de la fièvre, mais il est persuadé que cette rencontre était bien réelle. Depuis ce jour, Mark n'a plus jamais dormi dans le grenier et a fini par quitter cette maison pour de bon. Un jour de pluie, alors qu'il était en 3e année de primaire, Hugo a vécu une expérience qui a changé sa perception du monde. Enfant, il ne croyait pas vraiment aux fantômes ou à d'autres phénomènes surnaturels. Mais ce jour-là, tout a basculé. Après être rentré de l'école, Hugo a décidé de terminer tous ses devoirs avant de regarder la télé et de jouer à sa Nintendo DS. Une fois ses devoirs faits, il a jeté un œil dans la cuisine pour voir si sa mère était là. En la voyant préparer le dîner, il lui a demandé si elle pouvait allumer la télévision pour lui. Elle a répondu en l'allumant dans le salon avant de retourner à ses tâches. Hugo s'est alors installé dans le salon avec sa console, jouant un de ses jeux préférés pendant que la télé comblait le silence en arrière-plan. Absorbé par son jeu, Hugo a soudainement remarqué une silhouette sombre du coin de l'œil. Il n'y a d'abord pas prêté attention, mais la silhouette avançait lentement vers lui. Hugo a arrêté de jouer, restant immobile pour l'observer discrètement. Il a vu que la figure portait une chemise à manches longues et un pantalon noir. Mais lorsqu'il a levé les yeux, la peur l'a submergé. Cette silhouette n'avait pas de tête. Un frisson glacé lui a parcouru le dos. Paralysé, il ne savait pas quoi faire. « Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais ?» se répétait-il dans sa tête. Hugo voulait crier, mais sa gorge semblait nouée. Finalement, il a tourné la tête pour regarder la silhouette de face, et ce qu'il a vu s'est gravé à jamais dans sa mémoire. La silhouette, contorsionnée de manière étrange, avançait maladroitement. Hugo a fermé les yeux, priant pour que cette apparition disparaisse. Lorsqu'il les a rouverts, elle n'était plus là. Terrifié, Hugo s'est précipité en pleurant vers sa mère et lui a raconté ce qu'il venait de voir. Contre toute attente, elle n'a pas semblé surprise. « Ce que tu as vu est peut-être un de nos ancêtres. Il voulait sans doute rendre visite à la maison, » elle a expliqué calmement. Toujours sous le choc, Hugo lui a demandé « Mais pourquoi n'avait-il pas de tête ?» Amy se souvient encore de cette soirée où sa vie a failli basculer. Elle avait 20 ans, vivait seule dans une résidence universitaire et menait une vie assez tranquille. Ce jour-là, après ses cours, elle a décidé de s'arrêter à une épicerie proche de chez elle pour faire quelques emplettes avant de rentrer. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'elle remarque un homme à l'allure étrange. Il avait les yeux injectés de sang et portait des vêtements déchirés. Son sourire sinistre lui a donné des frissons, et elle a senti son regard pesant la suivre à travers les rayons. Tentant d'ignorer cette présence oppressante, Amy s'est dépêchée de prendre ce dont elle avait besoin et de rejoindre la caisse. Mais en attendant son tour, elle a senti l'homme se rapprocher. Quand il s'est penché vers elle, il a murmuré quelque chose d'inaudible à son oreille, ce qui l'a mise extrêmement mal à l'aise. Paniquée, elle a payé rapidement et s'est précipitée vers sa voiture dans le parking. Alors qu'elle s'apprêtait à monter, elle a entendu des pas derrière elle. En se retournant, elle a vu l'homme de l'épicerie courir vers elle, un couteau à la main. Dans un réflexe désespéré, Amy a esquivé son attaque et s'est glissée dans sa voiture, verrouillant les portières juste à temps. L'homme a frappé contre les vitres, hurlant des obscénités pendant qu'elle essayait frénétiquement de démarrer.
Après ce qui lui a semblé une éternité, elle a réussi à s'éloigner et a appelé la police dès qu'elle a atteint un endroit sûr. Les agents ont fouillé les environs, mais ils n'ont trouvé aucune trace de l'homme. Amy est restée terrifiée, incapable de se débarrasser de la sensation d'être surveillée. Quelques jours plus tard, alors qu'elle essayait de reprendre une routine normale, une nuit d'orage est venue perturber son sommeil. Réveillée par un puissant coup de tonnerre, elle a remarqué une ombre étrange sur le mur de sa chambre. L'éclair suivant a illuminé la pièce, révélant la silhouette d'un homme à sa fenêtre, son visage pressé contre le verre. Le cœur d'Amy s'est arrêté lorsqu'elle a reconnu l'homme de l'épicerie, tenant toujours son couteau et arborant ce même sourire tordu. Paralysée par la peur, elle a observé l'homme disparaître dans l'obscurité entre deux éclairs, pour réapparaître à chaque nouveau flash. Sachant qu'elle devait agir, Amy s'est précipitée pour vérifier la porte d'entrée, mais c'était déjà trop tard. En se retournant, elle a vu l'homme dans son salon, son sourire s'élargissant alors qu'il pointait son couteau dans sa direction. Elle était piégée. L'homme s'est jeté sur elle en criant « Tu es à moi, tu es à moi !» Amy a reculé, terrifiée. Et lorsqu'elle est tombée au sol, il s'est agenouillé au-dessus d'elle, chuchotant calmement « Je t'ai eu !» Puis il a éclaté d'un rire fou, utilisant son couteau pour déchirer ses vêtements. Elle ne pouvait plus bouger, dépassée par sa force. Juste au moment où elle pensait que tout était fini, un bruit sourd a retenti. En relevant les yeux, Amy a vu son voisin plaquer l'homme au sol et le frapper violemment. Le voisin a ensuite étranglé l'agresseur jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Amy, sous le choc, a ressenti un immense soulagement en voyant son assaillant inerte. Tremblante, elle a demandé à son voisin comment il avait su qu'elle était en danger. Il lui a expliqué qu'il s'était réveillé à cause de l'orage et qu'en allant chercher un verre d'eau, il avait vu l'homme rôder autour du bâtiment. Soupçonnant un problème, il avait suivi l'intrus et était intervenu au bon moment. Amy a immédiatement appelé la police, qui est arrivée rapidement pour arrêter l'homme. Plus tard, elle a appris que cet individu venait tout juste de sortir de prison, après avoir purgé une peine de 30 ans pour tentative de meurtre et agression. Cet événement l'a profondément marquée. Pendant des mois, elle n'a pas pu se débarrasser de la sensation d'être observée. Aujourd'hui encore, des années après, elle fait des cauchemars où elle revoit ce visage sinistre. Et surtout, cet instant terrible où elle a cru sa dernière heure arriver. Elle ne peut s'empêcher de penser à ce qui aurait pu se passer si son voisin n'avait pas été là cette nuit-là.